Au fin fond de la nature, il existe un parasite terrifiant qui veut envahir votre corps de la manière la plus dégoûtante qui soit. Et ces idiots viennent de déterrer son cocon. Cette créature donne un tout nouveau sens à l'expression « emmerdeur ». Et croyez-moi quand je dis que vous ne voulez pas savoir pourquoi. Il est temps de vous préparer, mes amis boucliers de viande, parce que ça va devenir vraiment bizarre. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le colonisateur de colons dans Hellhole. Ce type est sur le point de passer une très mauvaise journée. Il y a plus de 200 ans, quelque part en Europe, ces soldats français sont sur le point de mourir de faim. Alors qu'ils errent dans la forêt à la recherche de quelque chose à manger, ils rencontrent une femme seule qui marche avec un cheval. Le plus jeune des hommes lui fait signe de le lui donner. Et la femme lui tend les rênes sans même essayer d'opposer de résistance. Elle sourit même pendant qu'ils s'éloignent tous les deux, parce qu'ils viennent de commettre leur plus grosse erreur. Leur tendant un couteau, le soldat est sur le point de l'achever quand tout à coup, le corps entier du cheval explose littéralement en un immense carnage sanglant. Les hommes ne peuvent que rester là sous le choc, alors qu'un parasite semblable à un calmar jaillit du cadavre et se met à se déchaîner. Il poursuit l'homme le plus âgé à une vitesse terrifiante. Il l'attrape avec ses tentacules avant de le prendre comme hôte en remontant directement à travers son vieux tuyau à popo. C'est un acte absolument indicible. Et ça fait donc une victime et il en reste 14. Ok, je suis presque sûre que ça compterait comme un crime de guerre. C'est pour ça qu'on n'accepte jamais de cadeaux de la part de femmes mystérieuses rencontrées dans la forêt. Ça ne vous semblait pas un peu suspect qu'elles n'aient pas essayé de se cacher, de se défendre, ou même de supplier qu'on l'épargne quand ces types se sont approchés et ont volé son fidèle destrier? C'est parce que ces soldats sont tombés dans un piège. Et alors qu'ils pensaient rentrer chez eux pour préparer de délicieux hamburgers de cheval, ils ramenaient en réalité une sorte de parasite démoniaque venu tout droit des profondeurs de l'enfer. Ce qui est intéressant, c'est que la créature ne se cachait pas à l'intérieur du cheval. Elle vivait en lui. Et nous pouvons l'affirmer pour 2 raisons. Tout d'abord, elle aurait pu attaquer les soldats à tout moment, mais elle ne l'a pas fait avant que le cheval ne soit sur le point de mourir. Puis, une fois sortie, elle s'est dirigée droit vers le corps de quelqu'un d'autre à sa place. Ça veut dire que ça doit être un parasite. En gros, un parasite est une créature qui vit à l'intérieur d'un hôte, dépendant de lui pour se nourrir et lui causant généralement quelques dommages au passage. D'après ses caractéristiques physiques, on peut aussi dire que cette créature est un prédateur. Chez les espèces qui sont des proies comme les gallinacées, les yeux sont généralement placés sur les côtés de la tête, ce qui leur donne un meilleur champ de vision pour détecter les prédateurs. Pour les prédateurs, avoir les yeux situés à l'avant de leur visage leur donne une meilleure perception de la profondeur et une meilleure concentration pour attraper leur proie. Chez cette créature, perdre un œil signifierait perdre sa vision binoculaire, mais elle compenserait probablement ça par une grande sensibilité au mouvement et à la lumière. Sa bouche pleine de dents acérées indique qu'elle mange de la viande. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous, surtout quand vous vous rendrez compte qu'essayer de vous dévorer vivant serait en fait la chose la moins terrifiante qu'elle pourrait faire. C'est exactement une de ces situations où il faut se rappeler un conseil important. Vous n'avez pas besoin d'être plus rapide que le parasite. Vous avez juste besoin d'être plus rapide que le type à côté de vous. Si vous voyez cette chose arriver, poussez simplement un de vos camarades et utilisez-le comme bouclier de viande. C'est la chose la plus intelligente à faire, parce qu'une fois qu'il aura pris quelqu'un d'autre, au moins vous saurez que vous êtes en sécurité jusqu'à ce que quelque chose arrive et le fasse quitter l'hôte. Il semble que la seule façon de tuer le parasite soit de tuer l'hôte par la même occasion. Ça veut dire qu'il est déjà trop tard pour ce type. Mais nous pouvons encore sauver tout le monde si nous l'éliminons avant qu'il ne cherche un autre hôte. Nous devons juste le faire dans des conditions contrôlées. La créature bondira dès qu'elle sentira que l'hôte est en danger. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle sera la plus vulnérable. Maintenant qu'ils sont conscients de la menace, ils devraient se préparer, conduire le soldat dans un espace confiné, puis utiliser leurs armes et tirer pour tuer la bestiole avant qu'elle ne s'empare de quelqu'un d'autre. Dans le présent, une entreprise américaine de forage par fracturation hydraulique cherche à ouvrir un nouveau site d'excavation dans cette même région. Le seul problème, c'est que 2 écologistes, le professeur Nicolas et sa stagiaire Sophia, les retardent en refusant de signer les permis tant qu'ils ne seront pas sûrs que ça ne perturbera pas l'habitat naturel. Le contremaître John revient avec de mauvaises nouvelles. La rivière est sortie de son lit et a emporté la seule route d'accès qui mène à la ville. Ce qui veut dire qu'ils seront bloqués ici pendant les prochaines semaines. Le lendemain matin, il est temps de commencer à forer. Mais alors qu'il perce le sol, il rencontre tout à coup une poche d'air à l'odeur rance. Les ouvriers se demandent si ça pourrait être du méthane. Mais Emily fait remarquer que l'odeur est plutôt d'origine organique et elle les somme de recommencer.
Mais la même chose se produit immédiatement. Et maintenant, Emily commence à se rendre compte qu'il pourrait avoir un sérieux problème. Les scientifiques sont tout aussi perplexes et décident d'arrêter à nouveau les fouilles jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la cause du problème. Pendant qu'ils en discutent, le cuisinier Teddy arrive et dit qu'il a besoin d'un endroit pour mettre leurs déchets. Les écologistes veulent installer une station de recyclage. Mais Emily en a assez qu'ils ralentissent l'avancement des travaux. Elle dit donc aux ouvriers de creuser une fosse à ordures en bordure du camp. Sophia aide Teddy à transporter les sacs poubelles jusqu'à la fosse. Au lieu de devenir cuisinier, il dit qu'il aurait préféré avoir des enfants et être père au foyer. Et il pourrait bien voir son souhait se réaliser un peu plus tôt qu'il ne le pense. Sur le site de fouille, Emily demande aux ouvriers de retirer la foreuse. C'est alors qu'ils font une découverte choquante. La foreuse est entièrement recouverte d'une substance collante qui ressemble à du sang. Le professeur s'approche prudemment pour prélever un échantillon, mais il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Pendant qu'ils attendent, Sophia mentionne qu'elle étudie la parasitologie, c'est-à-dire l'étude des parasites. À ce moment-là, Teddy regarde dans la fosse et crie à l'ouvrier d'arrêter de creuser. Penché au-dessus du bord, ils sont tous choqués de voir une sorte de poche charnue bizarre enfouie dans la terre. Tout à coup, une main humaine se tend vers eux et un homme terrifié commence à sortir de l'intérieur. Comme si les choses ne pouvaient pas être plus étranges, il remarque rapidement qu'il parle français et qu'il est vêtu d'un très vieil uniforme militaire. Emily et John doivent retourner à leur bureau le temps de réfléchir à ce qu'ils devraient faire ensuite. Comme ils ne peuvent aller nulle part, Emily dit que leur seul choix est de le nourrir et de le garder en sécurité. Mais John voit les choses différemment. Il veut garder l'homme enfermé jusqu'à ce qu'il puisse déterminer s'il représente une menace. Mais elle ne veut pas mettre l'entreprise en mauvaise posture en prenant des mesures trop radicales. Il décide d'aller chercher de l'aide à la première heure le lendemain matin, dans l'espoir de pouvoir le signaler aux autorités avant de se retrouver impliqué dans un incident plus grave encore. Le cuisinier apporte de l'eau à l'homme, essayant de trouver comment ils peuvent l'aider. Il ne cesse de répéter les mêmes mots en français encore et encore, mais aucun d'eux ne comprend ce qu'il essaie de dire. Teddy a étudié le français à l'université, alors il essaie de demander à l'homme de s'expliquer, mais son attitude ne fait que le faire paraître encore plus étrange. Le professeur intervient pour les séparer, quand tout à coup, il voit un petit tentacule sortir du nez de l'homme. Ok, on dirait que quelqu'un a amené Carlo Tentacule à la fête. En plus d'être vraiment flippant, ça met le reste de l'équipe dans une situation difficile. La seule route qui mène à la ville est bloquée, et personne ne peut venir les aider. Ils doivent donc gérer la situation par eux-mêmes. Ils se retrouvent donc avec ce pauvre type sale et bizarre avec une sorte de pieuvre en lui, qui pourrait facilement représenter une menace importante pour le reste du camp. En plus de ça, qui nous dit qu'il n'y a pas plus de ces gars qui se cachent sous terre? Et que se passera-t-il s'ils remontent tous à la surface? Au moins pour le moment, ils savent qu'une seule personne est infectée. Et le professeur devrait avoir quelques outils et équipements qui pourraient l'aider à comprendre ce qui ne va pas chez ce gars. Comme ils ont une petite équipe, il devrait être assez facile de garder un œil sur tout le monde et d'empêcher l'infection de se propager de manière incontrôlable. La première chose à faire est d'isoler ce soldat et de le mettre en quarantaine pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres membres de la base. Ils doivent également arrêter immédiatement de creuser dans cette zone. De cette façon, ils ne risqueront pas de libérer encore plus de ces choses par accident. Une fois le camp sécurisé, le professeur pourra prélever des échantillons de peau et de sang du soldat et essayer d'en savoir plus sur le parasite. Par exemple, de quelle espèce il s'agit, s'il a des faiblesses, ou comment empêcher d'autres personnes d'être infectées. Comme ils ne savent pas comment il se propage, ils devront surveiller attentivement l'équipe pour détecter tout signe avant-coureur d'infection. Ils devraient effectuer plusieurs contrôles quotidiens de tous les membres de l'équipe. Et toute personne présentant un comportement étrange ou des changements physiques devrait être mise en quarantaine immédiatement. Maintenant, cela étant dit, les scientifiques peuvent gérer la situation comme ils le souhaitent. Mais moi, je me préparerais au pire des scénarios, une épidémie hostile généralisée. Si d'autres choses de ce genre commencent à sortir de terre, ou si l'infection commence à se propager de manière incontrôlable, ce sera une question de vie ou de mort. Il vaudrait donc mieux être bien préparé à l'avance pour quand tout partira en vrille. Tout d'abord, je m'armerai de toutes les armes que je peux trouver. La bonne nouvelle, c'est que c'est un chantier de forage, et qu'il devrait donc y avoir beaucoup d'outils comme des pistolets à clous, des machines lourdes, du matériel pour souder, et même de l'alcool servant à fabriquer des cocktails Molotov. Donc en réalité, la seule limite en matière d'autodéfense ici, c'est votre imagination. Ensuite, nous avons besoin d'un sac rempli de ressources, avec un peu d'eau, une lampe de poche et quelques jours de provisions. Et enfin, le double des clés des véhicules sur le chantier. Dès que je verrai le moindre signe de propagation de cette infection, je sauterai dans le véhicule et je m'enfuirai aussi vite que possible.
Même si je tombe dans la rivière, je préfère de loin partir à pied que de rester ici à attendre d'être pénétré par un calamar démoniaque. » Horrifié, le professeur recule et raconte aux deux autres ce qu'il a vu. Mais ni l'un ni l'autre ne regardait quand c'est arrivé, si bien que l'homme se remet à répéter les mêmes mots qu'avant. C'est alors qu'Emily vient les rejoindre. Et Teddy remarque un changement dans le discours de l'homme, qui utilise un langage plus formel depuis qu'il sait qu'elle est responsable. Le professeur demande à lui parler en privé, laissant Teddy veiller sur le soldat. Il essaie d'expliquer ce qu'il a vu sortir du nez de l'homme, insistant sur le fait que ça ressemblait à une créature vivante. Sophia pense que ça pourrait être un ver. Il décide donc de prélever des échantillons sur l'homme et de les comparer à ce qu'ils ont trouvé sur la foreuse, dans l'espoir que ça puisse leur apporter des réponses. Teddy trouve que ce serait un peu impoli de faire subir des tests à l'homme, mais c'est le seul moyen pour eux de savoir à quoi ils ont affaire. Tout se passe bien au début quand ils prélèvent des échantillons de terre et de sang, mais juste au moment où ils s'apprêtent à terminer, Emily et Sophia aperçoivent un autre tentacule sortir de l'œil de l'homme. Seuls Teddy et John ne l'ont pas vu. Mais maintenant qu'elles ont obtenu ce dont elles avaient besoin, elles les envoient chercher de la nourriture pendant que les scientifiques partent faire leurs analyses. Dans leur réfectoire, Teddy est occupé à se disputer avec John au sujet de ce qu'il devrait faire du soldat. Il ne voit pas pourquoi il le traite encore comme un prisonnier. Mais John dit que quelque chose chez le type l'inquiète. C'est alors que Teddy avoue qu'il a compris ce que l'homme disait. Il leur demandait de le tuer. Et John n'est pas contre l'idée. Il ne veut pas choper le parasite bizarre que l'homme pourrait avoir en lui. Alors il prend un sandwich et retourne le voir pour s'en charger lui-même, sans se douter qu'il se dirige droit vers sa propre mort. Dans le couloir, John dit à sa patronne de faire une pause et il lui promet qu'il ne causera plus de problème. Dès qu'elle est partie, il sort un couteau pour intimider le gars. Mais l'homme commence en fait à le supplier de le faire. À ce moment-là, John est distrait par un bruit. Et pendant qu'il ne regarde pas, l'homme bondit et lui arrache le couteau des mains. Le problème, c'est que quand l'homme essaie de passer à l'action, le parasite prend tout à coup le dessus, le stoppant net, tandis qu'une série de tentacules sortent de chaque trou de son visage. John est tellement effrayé qu'ils commencent tous les deux à s'étrangler mutuellement. Mais au moment où il semble sur le point de gagner, un tentacule énorme sort des profondeurs de son hôte et s'introduit de force dans la bouche de John, le prenant comme nouvel hôte, tandis que le corps du soldat se décompose instantanément. Ça fait 2 victimes et il en reste 13. Quand John revient au réfectoire, la patronne remarque immédiatement qu'il agit bizarrement. Il la ramène dans le couloir, mais quand ils y arrivent, il ne reste plus que des os du soldat. Quand elle lui demande comment c'est arrivé, il prétend qu'il ne sait pas trop, expliquant qu'il est sorti pour aller aux toilettes et qu'il l'a trouvé comme ça quand il est revenu. Mais quelque chose cloche dans cette histoire, et Emily remarque que John sent sacrément bizarre. Et comme ils n'ont pas d'autre choix, elle dit qu'ils vont devoir attendre que la route soit dégagée et demande aux autres de rester sur leur garde. Ok, ces 4-là sont sur le point de faire une grosse erreur. John se comporte de manière très suspecte. Et en le laissant partir, ils augmentent le risque de propagation de l'infection. John a officiellement pris la place du soldat en tant qu'hôte. Et d'après ce qui est arrivé au dernier type, il a peu de chances de s'en sortir vivant. La capacité du parasite à pouvoir contrôler lui-même quand il va quitter le corps montre un niveau dangereux de stratégie et d'intelligence. Et s'il peut se cacher à la vue de tous sans se révéler, ça va rendre l'identification du nouvel hôte encore plus difficile. Nous devons donc nous dépêcher de découvrir ce qu'il en est, parce que nous ne savons toujours pas quelle pourrait être la prochaine étape de son cycle de vie. Et pour ma part, je ne veux pas le découvrir. Le bon côté des choses, c'est que comme il ne s'est encore propagé à personne d'autre, il semble que le parasite ne puisse infecter qu'une seule personne à la fois. Nous venons également d'apprendre de nouvelles façons de déterminer qui pourrait être infecté. Tout d'abord, les personnes infectées semblent avoir la même odeur nauséabonde que celle qu'ils ont tous sentie dans la fosse. Ensuite, si l'hôte est exposé à un danger quelconque, la créature montrera instantanément qu'elle est à l'intérieur de son corps. Comme il n'y avait aucune trace du parasite près du cadavre de l'homme, ça ne peut signifier que 2 choses. Soit il erre encore quelque part, soit il a déjà trouvé un autre hôte. Quand il est exposé, tout ce que vous avez à faire est de le surveiller et de vous préparer à le repousser s'il attaque. Avec un peu de chance, il mourra tout seul s'il passe trop de temps à l'extérieur d'un hôte. Sinon, nous devrons continuellement examiner tous les membres de l'équipe pour détecter tout signe d'infection, en vérifiant s'ils ont cette odeur caractéristique et en utilisant la menace du danger pour attirer le parasite. En remarquant l'odeur distincte et en le soumettant ensuite au test de danger, ils auraient pu immédiatement identifier John comme étant le nouvel hôte. Une fois qu'ils l'auraient découvert, la stratégie aurait été la même que pour le dernier gars. Le garder isolé pour qu'il ne puisse plus propager l'infection et lui faire passer des examens pour essayer de comprendre comment le parasite fonctionne.
Le reste du camp devrait être sous étroite surveillance pour détecter tout signe de propagation de l'infection. Surtout maintenant qu'ils savent qu'il y a un risque de transfert du parasite d'un corps à un autre. Pour l'instant, ils peuvent le garder sous bonne garde jusqu'à ce que la route soit ouverte. Mais ils vont devoir se préparer à prendre des mesures drastiques si la situation commence tout à coup à devenir incontrôlable. Dans le couloir, ils finissent par tomber sur les scientifiques qui disent avoir fait une grande découverte. Le professeur essaie de demander à John s'il va bien, mais l'homme devient extrêmement hostile sans raison. Et Emily l'envoie se reposer. Il demande à avoir une autre conversation avec le soldat et commence à s'énerver quand la chef dit que ce ne sera pas possible. Et quand ils entrent dans la pièce, ils comprennent enfin pourquoi. Dans la chambre, ce travailleur musclé commence à embêter John, le réprimandant pour son comportement étrange. Il évoque l'homme qu'ils ont remonté de la fosse et il dit qu'il avait l'impression qu'il était d'un tout autre siècle. Mais ça semble tellement dingue que le gros bras ici présent refuse catégoriquement de le prendre au sérieux. À ce moment-là, il admet que le gars était infecté par quelque chose. Et à présent, quoi que ce soit, c'est à l'intérieur de lui à la place. Au bureau, les chercheurs disent qu'ils ont testé les échantillons de sang de l'homme et qu'ils montrent que c'est un humain normal. Mais ce n'est pas tout. Le plus étrange, c'est que ces échantillons de peau contenaient de grandes quantités d'algues, que l'on trouve le plus souvent sur les bénitiers. Les algues aident à maintenir le bénitier en vie, et en retour, elles sont elles-mêmes protégées par la coquille du bénitier. Alors, ils pensent que c'est comme ça que l'homme a survécu sous terre pendant si longtemps. Selon le professeur, toute la région était recouverte par l'océan il y a des milliards d'années, et il suppose qu'une sorte de mollusque géant et ancien vit encore juste en dessous du camp. La stagiaire explique que l'ADN prélevé sur la foreuse a beaucoup de points communs avec une espèce rare de poulpe appelée l'argonaute. De plus, les échantillons de la poche dans laquelle l'homme a été enseveli montrent qu'elle était faite de calcite et de carbonate de magnésium, ce qui veut dire qu'il s'agissait en fait d'un cocon. Pendant ce temps, John continue d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé avec le soldat, mais son pote continue de traiter toute l'affaire comme une simple plaisanterie. Pour le prouver, John souligne l'odeur dégoûtante qui émane de son propre corps, disant qu'il peut réellement percevoir le goût du parasite à l'intérieur de lui. Il pense que la créature a décidé de changer de corps quand elle a réalisé que le soldat était sur le point de mourir. Ça donne une idée à l'homme musclé. Ils peuvent faire un bras de fer tous les deux, et quand il verra qu'il est le plus fort, peut-être que le parasite sautera sur lui à la place. John est ravi d'accepter son offre, mais même si le type le surpasse largement, il ne se passe absolument rien. Son ami considère donc que John n'a fait que raconter des conneries, et il continue de le traiter de fou jusqu'à ce que la dispute dégénère en bagarre. John finit par se faire botter le cul sans trop de dommages pour l'autre. Mais juste au moment où il semble cuit pour de bon, un des tentacules glisse hors de son pantalon et attrape les jambes de son adversaire, ce qui fait qu'il s'explose la tête contre la table avant de s'écrouler sur le sol. Ça fait 3 victimes. Et il en reste 12. Ok, j'imagine que le gros bras là-bas ne s'attendait pas à la bonne vieille attaque surprise du tentacule. Mais il s'en est tiré à bon compte comparé à ce qui aurait pu lui arriver. C'est la première fois que nous voyons le parasite faire quelque chose pour protéger son hôte. Et nous pouvons en fait utiliser ça pour en savoir plus sur son cycle de vie. Après avoir pris possession du soldat, la créature a formé une coquille protectrice pour le garder en lieu sûr pendant qu'il survivait dans un état dormant pendant des centaines d'années. Ces échantillons de peau ont même montré la présence de zooxanthelle, une algue symbiotique qui fournit à l'hôte des nutriments par photosynthèse, ce qui explique comment il a pu rester en vie aussi longtemps sans manger ni boire. Ça signifie que les hôtes ne sont pas interchangeables et que la créature préfère rester dans le corps qu'elle a déjà. Si vous faites quoi que ce soit pour mettre l'hôte en danger, alors il va vous attaquer. Mais tant que personne ne s'en prend à lui, ils devraient tous rester en sécurité. Maintenant, le parasite lui-même n'est pas la seule composante du problème. Ils savent comment il se maintient en vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est en quoi il se transforme ensuite. Combien il y en a, ou comment cette pieuvre géante souterraine s'intègre dans l'ensemble de la situation. Sans aide, ils vont devoir trouver la solution par eux-mêmes. Mais grâce aux scientifiques et aux analyses, nous devrions avoir au moins un point de départ pour comprendre sa nature biologique. La bonne nouvelle, c'est que si elle saigne, nous pouvons la tuer. Mais nous devons élaborer un plan avant que d'autres monstres du 19e siècle ne commencent à sortir de terre. Commençons par nous occuper d'un élément à la fois. Il y a d'abord John. Ils ne savent toujours pas qu'il est porteur du parasite. Mais vu la tournure que prennent les événements, il finira bien par commettre une erreur. Essayer de le ramener de manière pacifique est la meilleure solution, puisque c'est la bonne chose à faire d'un point de vue éthique. Ça réduit également le risque que la créature change de corps. Ils pourront ensuite l'isoler et le mettre en quarantaine, et continuer à étudier l'infection en attendant les secours. Tant qu'il n'est pas directement menacé, la créature devrait rester à l'intérieur de son corps pour le moment. Ça ne fonctionnera évidemment pas à long terme. Mais jusqu'à présent, il n'y a malheureusement aucun moyen de faire sortir le parasite sans tuer l'hôte.
Comme les zooxanthelles dépendent de la photosynthèse pour se nourrir, il pourrait essayer de mettre John dans une pièce complètement sombre, coupant ainsi l'approvisionnement en nourriture du parasite et, espérons-le, l'affaiblissant avec le temps. Dans la nature, les mollusques sont sensibles aux changements extrêmes de température. Par conséquent, en plaçant John dans une pièce extrêmement chaude ou froide, nous pourrions tuer le parasite avant qu'il n'essaie de sauter sur d'autres corps. Les mollusques sont également sensibles au sel. Donc attirer la créature pour qu'elle montre un de ses tentacules, puis lui injecter rapidement de l'eau salée pourrait également fonctionner. Parlons maintenant de ce mollusque géant vivant sous terre. Comme il s'agit d'un site de fracturation hydraulique, ils ont tout ce qu'il faut pour causer des dégâts considérables. Ils pourraient utiliser leur foreuse pour creuser et percer sa coquille extérieure, puis utiliser des charges de dynamite pour faire d'énormes trous dans son corps. S'ils veulent éviter les dommages collatéraux, injecter à la créature de l'acide dissolvant la roche ou du fluide de fracturation hydraulique serait certainement efficace. Il est possible que la créature fonctionne comme une sorte d'organisme en ruche, et que tuer la reine puisse entraîner la mort des parasites eux-mêmes, ou du moins l'empêcher d'en produire d'autres. Espérons donc que la grosse bestiole soit immobile et ne puisse pas riposter. Mais s'ils commencent à s'en prendre à elle, ils ont plutôt intérêt à se tenir prêts au cas où elle déciderait de se défendre. Pour ma part, il ne me faudrait attendre qu'une seule autre annonce pour sauter dans un pick-up de la société et filer vers les collines. Emily se demande si le soldat était comme un hôte pour le parasite. Mais les scientifiques disent que si c'était vrai, alors il aurait utilisé son corps comme ressource jusqu'à ce qu'il soit tué. Au lieu de ça, le fait qu'il ait maintenu l'homme en vie leur fait penser qu'il essayait de former une relation mutuellement bénéfique, tout comme l'algue le fait avec la palourde géante. Le fait est que ce n'est pas parce que le soldat est mort que la créature l'est aussi. Selon le scientifique, il y a de fortes chances qu'elle soit toujours là quelque part. Et si c'est le cas, elle a forcément dû trouver un nouveau corps humain pour s'abriter. La question est de savoir qui elle a choisi. Le lendemain matin, ces deux ouvriers partent vérifier la route et voir s'ils peuvent trouver quelqu'un pour les aider. Mais ils sont sur le point de faire une découverte terrifiante. Au même moment, John est à l'orée de la propriété et il essaie de cacher le corps du costaud quand il les voit arriver. Il essaie rapidement de planquer le corps dans un hangar abandonné et se dirige vers le véhicule comme si de rien n'était. Évidemment, un des deux hommes finit par remarquer le sang sur sa chemise. C'est alors qu'il voit le corps allongé dans l'embrasure de la porte. Ce jeune homme s'empare de son arme, mais quand il la pointe sur John, son ami lui attrape le bras et tente de l'arrêter. Au même moment, des tentacules jaillissent de la bouche de John. Et les ouvriers sont si surpris que l'un d'entre eux finit par être tué par accident. Tout à coup, le corps de John explose comme un ballon gonflé de sang, et la créature s'éloigne en hurlant. Pour une raison que je ne comprendrai jamais, cet imbécile décide que ce serait une bonne idée de regarder ce qu'il y a sous le pick-up. Et le temps qu'il réalise ce qui se passe, il est déjà trop tard. Ça fait 5 victimes, et il en reste 10. Ok, c'est vraiment la merde. Vu comment ça se passe, l'équipe des parasites va bientôt décimer tout le camp. Mais il y a un défaut fatal dans leur plan. Ils ne vivront pas éternellement s'ils continuent à infecter les plus gros crétins du coin. Je ne sais pas qui est le pire. Alors, je vais vous le dire à tous les deux. John et Danko, vous avez merdé tous les deux. John, à toi l'honneur. Tout ce que tu avais à faire, c'était de rester loin du français. Et tout se serait bien passé. Mais tu n'as pas pu résister à l'envie de lui faire ton numéro d'intimidation. Maintenant, je ne sais pas comment tu t'attendais à intimider le gars alors qu'il te suppliait littéralement de le tuer. Mais j'imagine qu'il y a une bonne raison pour laquelle Emily est le vrai cerveau de l'opération ici. Donc, tu as été violée par le calamar et tu décides de le cacher en espérant que tout ira bien. Et si cacher le corps était ton objectif, alors tu as vraiment fait un travail de merde. Tu n'as pas été capable de passer 2 heures sans tuer un gars. Et tu as ensuite décidé d'attendre le lever du soleil pour aller cacher le corps le long de la même route que celle que tu leur avais dit d'aller contrôler la veille. Tu ne devrais pas être surpris qu'ils soient tombés sur toi vu que c'est toi qui les y as envoyés. Et puis, il y a Danko ici, qui se pointe et fait passer John pour Stephen Hawking dans Futurama. Mon pote, t'as vu une créature tentaculaire absolument horrible jaillir littéralement du corps de cet homme, ce qui lui a donné l'apparence d'un squelette de dessin animé. Et la première chose que t'as faite, c'est de dire « Allez, je vais jeter un coup d'œil sous la voiture pour mieux voir ». Tout ce que tu avais à faire, c'était de remonter les vitres et de partir d'ici. Mais maintenant, on dirait que tu es le prochain à devenir une marionnette pour Calmar. Je crois que c'est pour ça que c'est toujours mieux de s'occuper de ces oignons. Parce que John et Danko, vous avez merdé les gars. Maintenant qu'il est infecté par le parasite, Danko cherche désespérément à se débarrasser de lui par tous les moyens. Mais quoi qu'il essaie, la créature ne le laisse pas faire.
Quand les autres viennent enquêter, il explique avec désinvolture comment tout s'est passé. Et l'équipe a du mal à croire ce qu'il dit. Lorsqu'il se précipite vers le véhicule, il trouve ce qui reste de John gisant dans une flaque sur le sol. Les ouvriers sont complètement paniqués, mais Emily leur dit qu'ils doivent se ressaisir et leur demande de stocker les corps dans le garage pendant qu'elle réfléchit à ce qu'ils doivent faire ensuite. Elle prend Danko à part et lui demande de lui expliquer à nouveau ce qui est arrivé aux autres gars. Il explique que la mort de l'autre ouvrier était un accident, mais que John a explosé juste au moment où il allait tirer. Et maintenant, peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur de John, c'est à l'intérieur de lui à la place. Et tout ce qu'il veut, c'est le faire sortir. L'homme commence à céder à la panique, et au moment où il s'approche du cuistot, il voit un des tentacules sortir de son œil. Sophia décide d'intervenir et repousse l'homme avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Et quand elle le fait, ils remarquent tous quelque chose d'étrange. Il semble que la créature ne réagisse pas aux femmes. Même si Danko veut juste qu'on mette fin à ses souffrances, ils refusent tous d'agir tant qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit incurable. Mais il dit qu'il est déjà mort de toute façon. Une fois seul, Teddy confronte sa tante pour avoir essayé de cacher des choses aux autres travailleurs. Il pense qu'ils sont en droit de savoir ce qui se passe. Mais Emily est convaincue que ça provoquerait la panique, et elle dit qu'il vaut mieux garder le secret le plus longtemps possible. À ce moment-là, un groupe d'ouvriers s'approche d'eux, et il semble que les craintes d'Emily se réalisent déjà. Ils cherchent Danko et veulent l'éliminer avant que ce qui ne va pas chez lui ne se propage à tout le monde. Emily essaie de les arrêter, mais les travailleurs disent que ce sera fait qu'elle le veuille ou non. Ils concluent un accord et lui donnent 1 heure pour trouver un autre moyen de s'occuper de Danko. Sinon, ils régleront la situation eux-mêmes. Emily rend visite à Danko dans la pièce où ils le retiennent, lui disant qu'il est plus sûr pour lui de rester ici pour le moment. Elle lui demande quelle est la taille de la créature, et il explique que c'est comme une pieuvre capable de se faufiler dans un petit trou, et qui s'est rétrécie autant que nécessaire pour pouvoir entrer d'une manière ou d'une autre dans son corps. Il semble qu'elle soit consciente de ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'elle a sauté hors du corps de John juste avant qu'il ne soit tué. Mais il est clair qu'elle n'était pas heureuse sans son petit refuge. Une fois de plus, Emily souligne que la créature ne semble pas s'intéresser aux femmes, et Teddy dit ici qu'elles ne sont peut-être pas à son goût. Jusqu'à présent, chaque fois qu'elle a dû quitter un corps, elle a immédiatement essayé de prendre le contrôle d'un autre homme. Et Emily soupçonne que ça pourrait être lié à la façon dont la créature se reproduit. Ok, c'est peut-être l'information la plus importante qu'ils aient découverte jusqu'à présent. Et ces idiots ne la voient tout simplement pas. La créature semble avoir une préférence biologique pour les hôtes mâles, et ne montre aucune réaction à la présence des femmes. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais le plus important, c'est que les femmes semblent avoir une immunité ou une résistance naturelle aux parasites. Et ça va être notre arme secrète. Emily est dans une situation difficile. L'équipe sait que Danko est infecté par quelque chose, mais ils n'ont toujours aucune idée que le parasite pourrait sauter d'un corps à l'autre à tout moment. S'ils le tuent, leur manque de compréhension pourrait aggraver considérablement la propagation. Mais Emily n'a aucun moyen de trouver une autre solution en seulement 1 heure. Alors, doit-elle garder le secret pour ne pas provoquer de panique, ou simplement leur dire ce qui se passe réellement ? Au final, les travailleurs vont le découvrir d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que nous savons que le parasite ne s'intéresse pas aux femmes, nous devrions utiliser ça à notre avantage. Emily devrait tout de suite tout avouer à l'équipe, essayer d'expliquer la situation et leur dire que le parasite ne cible que les hommes. C'est le seul moyen de s'assurer que tout le monde est informé et d'éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Tant que seules les femmes interagissent avec Danko, elles pourront le maintenir en vie et en sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir de l'aide, et sans courir le risque que le parasite change de corps. Le problème avec ce plan, c'est que le maintenir en vie ne fait qu'augmenter les chances que le parasite se développe, devienne plus fort et finisse par se disséminer à nouveau. Il vaudrait donc peut-être mieux exaucer son souhait et laisser l'équipe s'en débarrasser. Mais il y a une façon intelligente de procéder. Nous n'allons pas laisser n'importe qui s'approcher de lui et le tuer, parce que le parasite va simplement sauter et infecter l'autre personne immédiatement. Au lieu de ça, nous devons le faire de manière stratégique et dans un environnement contrôlé. Emily, la stagiaire et toute ouvrière féminine du bâtiment, devrait entrer dans une pièce fermée avec Danko, armée jusqu'aux dents avec toutes les armes qu'elles trouveront. Elles s'occuperont de Danko. Puis, une fois la créature sortie, utiliseront leurs armes ou tout ce dont elles disposeront pour tuer le parasite avant qu'il ne trouve un nouvel hôte. Le fait qu'il n'y ait que des femmes dans la pièce implique qu'il n'y aura personne à infecter pour le parasite, ce qui le laissera dans un état de vulnérabilité et leur permettra de le tuer avant qu'il ne se propage davantage. Les scientifiques se présentent, cherchant à parler à Danko, et le professeur ici présent est d'une étonnante bonne humeur. Il semble penser que Danko a de la chance, disant que ce qui s'est passé est une percée scientifique et qu'il veut continuer à utiliser l'homme pour ses recherches.
Selon lui, la créature a besoin d'un corps humain pour continuer à grandir, et il ne laissera rien arriver à Danko tant qu'elle ne sera pas prête à éclore. Tout le monde pense que cette idée est complètement insensée, mais Danko sait qu'il va mourir de toute façon. Il dit que si le professeur veut le garder, il devrait le tuer lui et le laisser prendre le contrôle de son corps à la place. Mais l'homme refuse d'écouter, jurant que quiconque voudra faire du mal à Danko devra d'abord avoir affaire à lui. À l'extérieur, les travailleurs retrouvent Emily et ils lui disent qu'ils ont un nouveau plan. Ils veulent emmener Danko hors du camp et l'amener au poste de police de la ville la plus proche où quelqu'un pourra peut-être l'aider. Emily accepte sans broncher et Teddy la confronte dès qu'ils sont partis. Mais elle avait déjà compris que ces travailleurs n'accepteraient pas un refus. Ils sont tous lourdement armés, elle ne peut donc rien faire pour les arrêter. Mais du moment qu'ils s'occupent de Danko dans les bois, avec un peu de chance, le parasite ne survivra pas assez longtemps pour infecter qui que ce soit d'autre. Teddy n'aime pas ça, mais sa tante lui dit que sa seule priorité est de veiller à sa sécurité. Il ne faut pas longtemps avant que les travailleurs ne viennent chercher Danko, et il leur fait comprendre qu'il ne se débattra pas. Le seul problème, c'est que ces types ne se rendent toujours pas compte qu'il est infecté. Et donc, avant qu'ils ne partent, Emily leur demande de rester très loin quand ils le remettront aux autorités. Tandis qu'elle les regarde s'éloigner, elle se sent mal d'avoir laissé les choses se dérouler ainsi, mais elle sait qu'elle n'aurait rien pu faire d'autre. Dans sa chambre, Teddy a toujours du mal à accepter ce qu'ils ont dû faire. Il se demande s'ils ne sont pas en train de tuer une créature innocente. Mais Sophia le rassure en lui disant qu'il ne s'agit que d'un parasite et que ça ne vaut pas la peine de sacrifier Danko juste pour le garder en vie. Pendant ce temps, les travailleurs conduisent l'homme infecté quelques kilomètres plus loin dans les bois. Une fois qu'ils sont assez loin, le chef dit qu'il est temps de l'achever. Mais personne ne s'accorde sur la manière de procéder. Ils décident finalement de tirer tous en même temps. Mais Danko leur rappelle qu'ils doivent garder leur distance, en disant que le monstre pourrait essayer de s'en prendre à quelqu'un d'autre dès qu'il sera mort. Ces gars-là n'ont pas encore vu la créature de leurs propres yeux. Ils sont donc tous convaincus qu'elle ne peut pas être aussi mortelle que le dit l'homme. Mais au cas où, ils lui disent de se tenir près d'un arbre de l'autre côté de la clairière. Dès qu'il arrive là-bas, un des gars fait feu, mais il le rate. Danko reste là sous le choc jusqu'à ce que tout le monde ouvre le feu en même temps une seconde plus tard et que son corps explose tout à coup en un nuage de souillure rouge. Ils s'approchent pour inspecter son corps et sont tous choqués quand ils se rendent compte qu'il disait peut-être la vérité après tout. Ça fait 6 victimes et il en reste 9. Mais la créature n'est pas encore morte. Ok, bon, je vois que ce plan s'est retourné contre eux. Ces idiots doivent agir vite avant que le parasite ne fasse une autre victime. Mais l'arrêter ne sera pas facile. Au moins, maintenant ils sont conscients de la véritable menace et tous armés jusqu'aux dents avec des armes puissantes. Leur équipement de construction robuste devrait également offrir une protection supplémentaire contre les tentacules et les dents de la créature. Ils sont plus forts en nombre. Et si vous restez groupés, ça veut aussi dire que vous aurez toujours 4 autres boucliers de viande autour de vous pour assurer votre sécurité. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont une arme secrète, à savoir la seule femme qui travaille dans leur équipe. Quant à leurs options, le premier choix est de battre en retraite et de retourner au camp. Ça leur donnerait une chance de revoir leur plan. Et sans hôte possible, la créature pourrait mourir d'elle-même. Mais il y a aussi de fortes chances qu'ils se fassent piéger sur le chemin du retour. Alors il vaudrait peut-être mieux passer à l'offensive au lieu de ça. Pour ce faire, ils devraient rester au moins par groupe de 2. De cette façon, il y aura toujours une personne pour aider en cas d'attaque de la créature, ou au moins un témoin pour informer les autres de la prochaine personne infectée. Emily a fait une énorme erreur en ne leur disant pas que la créature ne s'intéresse pas aux femmes, parce qu'ils auraient pu utiliser cette information à leur avantage ici, dans les bois. La créature s'en prend à la première personne qu'elle voit, mais n'infecte que les hommes, laissant les femmes tranquilles dès qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas appropriées. Sachant tout cela, nous avons la possibilité d'utiliser la femme elle-même comme un appât vivant, en profitant du fait qu'elle est immunisée contre le parasite. Et puis, quand elle apparaîtra, ils tueront ou captureront simplement la créature pendant qu'elle sera exposée. Si les choses tournent mal, n'oubliez jamais que tout ce que vous avez à faire, c'est de faire trébucher le gars à côté de vous pour vous enfuir. Parce que personnellement, si j'étais un gars, je préférerais sacrifier quelqu'un d'autre que de me faire moi-même violer par cette chose. Les autres se dispersent et commencent à fouiller les bois, essayant de trouver le calmar avant qu'il ne s'enfuit. Après avoir entendu une sorte d'altercation, un des gars trouve son camarade en train de piquer une crise par terre. Mais il s'avère que ce n'était qu'un prank. Tout à coup, la créature surgit des buissons et s'accroche à son visage, essayant de pénétrer à l'intérieur. Mais son ami finit par le tuer accidentellement, ce qui fait donc 7 victimes, et il en reste 8. Au camp, les travailleurs enferment Nicolas dans une cellule, et il commence à paniquer quand il entend des coups de feu à l'extérieur.
Il est convaincu que la fusion avec le parasite est en réalité la prochaine étape de l'évolution humaine. Mais Emily sait qu'ils doivent l'arrêter avant qu'il ne contamine qui que ce soit d'autre. Dans les bois, le calmar continue de sauter de corps en corps, s'échappant toujours juste avant qu'il ne puisse l'attraper. Un type qui ressemble à Jeff Bezos s'arrête pour faire une pause sous un arbre. Mais la créature l'aperçoit, lui saute dessus et s'accroche à son crâne. Le temps que sa collègue arrive en courant, il est déjà trop tard. Mais cette fois, quand la pieuvre essaie de sauter d'un corps à l'autre, elle décide de la laisser tranquille et de s'en prendre à quelqu'un d'autre à la place. La créature finit par faire tuer la pauvre ouvrière dans les tirs croisés, ne laissant qu'un seul survivant. Alors elle l'attaque avant qu'il ne puisse s'échapper. Et ça fait 10 victimes, et il en reste 5. Sur le chantier, les autres sont surpris de voir l'homme revenir au camp. Emily comprend tout de suite que quelque chose ne va pas, et elle leur dit de se préparer à quitter les lieux à pied. Quant au professeur, il veut savoir ce qui est arrivé à la créature. Même si l'homme ne répond pas, il est évident qu'il a été infecté. À quelques heures seulement du coucher du soleil, le groupe se dirige vers les bois en direction de la ville la plus proche. Le professeur n'arrête pas de le harceler pour qu'il lui en dise plus sur la créature. Mais à chaque fois, l'homme refuse de parler. Nicolas insiste et demande à ce qu'il garde la créature en vie pour pouvoir l'étudier. Mais l'homme a déjà pris sa décision. Il explique qu'il a vu la créature de ses propres yeux et qu'il sait qu'il n'y a aucune chance de la faire sortir de son corps pacifiquement. De plus, il a perdu tout espoir de retrouver une vie normale, même s'ils parviennent à le sauver. S'adressant à Emily, il dit qu'il va marcher dans la rivière et qu'il espère que la créature se noiera dans l'eau. N'ayant aucun moyen de le dissuader, tout ce que les autres peuvent faire, c'est le regarder marcher dans l'eau et disparaître sous la surface. Le cœur brisé, Nicolas se dirige vers le bord du lac, pensant que la créature doit être morte. Mais tout à coup, un énorme geyser de sang et de tentacules jaillit dans le ciel. Pendant une seconde, on dirait bien qu'il s'est noyé. Mais dès que le professeur se retourne, il sent que le monstre rampe le long de sa jambe. Pour tenter de le sauver, Sophia donne un coup de couteau aux tentacules, mais elle finit par lui ouvrir le ventre par accident, répandant ses tripes sur le sol en faisant ainsi une 12e victime. Mais il en reste encore 3. Horrifiée, Emily crie aux autres de courir pour sauver leur vie. Alors qu'elle regarde fixement la blessure du professeur, le calamar sort de sa poitrine et se jette sur elle. Mais au lieu de la tuer, le monstre a des vues sur une toute autre cible. En pleine nature, Sophia et Teddy courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais la créature les rattrape plus vite qu'ils ne pourraient jamais s'échapper. Et je pense que nous savons tous exactement ce qui se passe ensuite. Quelque temps plus tard, la mort des travailleurs est attribuée à un accident minier. Seuls Teddy et Sophia savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il est si en colère, parce qu'il semble que son souhait de devenir père au foyer se soit finalement réalisé. Et c'est tout pour Hellhole. C'était un film vraiment intéressant si on y réfléchit bien. Un film d'horreur sur les parasites, quelque peu sous-estimé. Et j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait avec ce film. Mais dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous auriez fait quelque chose de différent. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!